parti. Bienvenue à tous au Centre Pompidou-Metz. On va attendre un petit peu que les gens arrivent petit à petit. Est-ce que vous nous entendez bien déjà, s'il y a déjà des personnes dans le live? Pour l'instant, il n'y a personne. Bonjour à tous, bienvenue. Moi en tout cas sur le téléphone, on n'est pas encore en live. Ah non mais moi je teste un peu. Oui. C'est le temps que ça vienne. Oh, on a de la chance, on a une éclaircie juste au moment où on commence. C'est la lumière, c'est parce qu'il faut de la lumière. La lumière éclaire la culture. Ça y est, on commence à voir. Ouais. Ça marche? J'ai des gens. Bonjour à tous, bienvenue au Centre Pompidou-Metz. Ça commence. Ah ouais, parfait. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir pour vous présenter le Centre Pompidou-Metz qui est juste derrière nous. Ouais. On va attendre les 18h tapantes pour commencer puisqu'on avait annoncé à 18h le live. Mais en attendant, vous pouvez admirer l'architecture qui est derrière nous. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Bienvenue à tous sur la chaîne du Centre Pompidou-Metz. C'est une grande première pour le Centre Pompidou-Metz ce soir sur TikTok. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous pour vous présenter en avant-première notre nouveau projet. D'ailleurs, vous avez peut-être commencé à regarder certains lives la semaine dernière. On avait pas mal de collègues qui ont lancé aussi leur live. Il y avait eu le Château de Versailles, le Mucem, Louvre-Lens aussi. Pas mal de collègues de Paris et puis d'autres régions en France. C'est pas mal. Bah écoutez, Tout le monde nous entend bien, on va pouvoir commencer. Ouais, bah écoutez, on commence. De toute façon. Alors on va attendre que les personnes passent derrière nous et puis on se lance directement après. Et nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre chaîne du Centre Pompidou-Metz avec ce beau soleil en Lorraine, dans le Grand Est. Ouais. Personne ne pourra dire qu'il ne fait pas beau dans l'Est. Ce n'est pas une légende. Allez, dans 1 minute, top chrono. Bon, écoutez, on va commencer. On va commencer par les présentations tout simplement. Moi, c'est Charlotte. Je travaille au service de la communication et je suis en charge des réseaux sociaux. Et je vais vous accompagner un petit peu tout au long de la visite pendant le live. Bonjour à tous, moi je suis Marion, je suis la chargée des relations presse au Centre Pompidou-Metz. Donc du coup, oui, ici on est à Metz, comme on vient de le dire. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est pas très loin, enfin c'est dans l'est de la France, c'est pas très loin de Nancy, pas très loin non plus de Strasbourg, et surtout juste à côté de la frontière luxembourgeoise, et à côté aussi de nos voisins allemands et belges. Donc on est vraiment très très proche de plusieurs pays du centre de l'Europe. Effectivement Charlotte, le Centre Pompidou-Metz en fait a une situation géographique stratégique. On est à 1h15 de Paris en TGV, on est à 1 demi-heure de Nancy en voiture, à 1 heure de Strasbourg en train également. Et effectivement, nous sommes au carrefour des 3 frontières entre la Belgique, le Luxembourg, la Suisse également, nos voisins suisses ne sont pas très loin, et l'Allemagne. Je vois dans les commentaires qu'on nous demande ce qui se passe. Donc on est en live au Centre Pompidou-Metz et on va vous faire visiter un petit peu les espaces. Et surtout, on va faire une grosse partie de présentation de notre nouvelle exposition
qu'elle n'a pas encore été ouverte au public. Elle sera ouverte au public à la fin du mois. Avant d'aborder notre nouvelle exposition face à Archimboldo, nous allons vous présenter un peu plus en détail le Centre Pompidou-Metz pour ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que vous êtes déjà venus au Centre Pompidou-Metz? Est-ce que déjà il y a beaucoup de personnes qui sont de la région, enfin des personnes qui nous suivent là maintenant, est-ce qu'elles sont de la région ou est-ce que vous venez d'ailleurs en France? Où est-ce que vous venez? Dites-moi un petit peu. Dites-moi un petit peu. Est-ce que tu peux voir, Louise? Ouais, on a des. Qui nous accompagne derrière la caméra. On a Shonan qui nous dit qu'elle habite à côté. On a des habitués qui sont là. On a des gens de Nancy, de Bourgogne. Bonjour à tous. De Paris aussi. Merci pour votre fidélité. On va donc parler un petit peu plus en détail du centre. Alors le Centre Pompidou-Metz, il a une particularité parce que ce n'est pas un musée. Justement. Est-ce que vous savez exactement ce qu'on est concrètement? On n'est pas un musée, donc il y a d'autres. C'est une autre appellation en fait pour ce lieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent exactement quel est notre rôle et notre fonction ici? Allez, je donne la réponse, Charlotte? Oui, vas-y. Alors le Centre Pompidou-Metz, en fait, nous ne sommes pas un musée en tant que tel, mais nous sommes un centre d'art. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne possédons pas de collection permanente dans nos espaces d'exposition. En fait, toutes nos expositions sont temporaires. Elles sont plus ou moins longues. La périodicité varie entre 3 à 5 mois et pour les plus longues jusqu'à 18 mois. Et nous avons la chance unique de piocher dans l'immense collection qui est la plus grande collection européenne aujourd'hui connue à ce jour, qui est celle du Centre Pompidou Paris et qui nous permet de présenter en région des chefs-d'œuvre de cette collection. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on est un centre d'art, parce qu'on n'a pas uniquement des galeries d'exposition dans lesquelles on présente justement notre programmation. On a une autre partie de la programmation qui n'est pas forcément liée aux expositions temporaires. Et oui, en fait, nous sommes aussi un centre d'art puisque nous accueillons du spectacle vivant, nous accueillons les jeunes publics dans nos ateliers, nous avons aussi une capsule qui leur est dédiée et nous avons un restaurant, un espace de détente avec le café qui donne sur nos jardins et qui donne également sur notre PTS, notre Paper Tube Sculpture. Et c'est un endroit qui a été conçu par nos architectes, enfin les architectes du Centre Pompidou-Metz. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent déjà les architectes du centre. Enfin, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En effet, l'architecture ici est iconique, Charlotte. Ouais. C'est très connu dans la région. Dans la région, effectivement, et on reconnaît le Centre Pompidou-Metz par son architecture qui est en fait considérée comme une œuvre d'art en tant que telle. Alors, un centre d'art dans une œuvre d'art. Savez-vous du coup qui sont ces deux architectes? Je vous aide, il y en a deux. Ouais. Et du coup, je pense que Louise, tu vas être obligée de nous donner un peu les réponses parce que moi, sur mon téléphone, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Parce que sur les téléphones, c'est un peu décalé, donc on sera obligé de faire appel à toi plus régulièrement. Ah, il y en a qui disent c'est mon père, mais non, malheureusement. Gustave Eiffel, on nous a un dit japonais, un asiatique. On se rapproche, mais on veut le nom. C'est à Metz, oui. Shigeru Ban, on a un Shigeru Ban. Ouais, bien. Déjà un sur deux. Non, ce n'est pas Georges Pompidou, le nom est trompeur. Effectivement, un des deux architectes est Shigeru Ban. Le Corbusier, on a eu. Non. Et le deuxième, c'est Jean de Gatine. Oui. Nos deux architectes ont conçu en fait le Centre Pompidou-Metz dans le Paper Tube, structure que vous voyez juste derrière, qui était leur atelier. Pendant 6 ans, il était positionné sur le toit du Centre Pompidou à Paris et à l'intérieur de ce tube, de cette structure, ils ont imaginé le Centre Pompidou-Metz que vous voyez derrière nous. Et d'ailleurs, en fait, pour ceux qui voient à peu près à quoi ressemble le centre, parce qu'ici vous n'allez peut-être pas avoir un assez grand aperçu, mais le toit a une forme vraiment très particulière. Et est-ce que vous savez de quel objet s'est inspiré Shigeru Ban pour dessiner ce toit et pour le designer tout simplement? Parce que c'est vraiment un objet très précis dont il s'est inspiré. Alors, est-ce qu'on a quelques petites réponses? Non, pour l'instant on n'a pas de réponse. Par contre, on a des gens qui nous demandent ce qu'on fait. Et alors, pour ceux qui viennent rejoindre le live, toutes les deux, on travaille au Centre Pompidou-Metz. Je suis avec Marion et moi c'est Charlotte. On va vous présenter un petit peu le Centre Pompidou-Metz
Et on a bien des gens qui ont deviné que c'était un chapeau. Ah. Ouais, tout à fait. L'architecture du centre Pompidou-Metz a été inspirée par un chapeau chinois, tout à fait. Ce qui lui donne cette forme atypique et iconique qui lui est reconnue. Ouais. C'est tout simplement en se baladant dans une brocante qu'il a trouvé un chapeau chinois. Et il s'est dit que les mailles qui composaient le chapeau chinois, ça ressemblait exactement à une toiture, et que dessus, en fait, il y avait un film perméable. Et il s'est dit, bah, c'est exactement la toile qu'on aurait imaginée sur le toit du centre que je vais construire. Et cette toile, en fait, on n'a pas l'impression comme ça parce que vous ne la voyez pas avec le recul, mais elle est immense puisqu'elle correspond à 2 stades de foot, 8000 m². C'est vraiment immense. Les gens n'ont peut-être pas conscience, mais c'est vrai que le centre est vraiment très très grand et les galeries sont toutes positionnées les unes sur les autres comme des conteneurs. Vous en voyez des passes au-dessus de l'entrée et il y a plusieurs conteneurs qui sont posés les uns sur les autres et qui forment les galeries. Tout à fait, ça nous laisse beaucoup d'espace. Tu as raison. Ici, le centre Pompidou-Metz a été conçu par Shigeru Ban pour qu'il y ait 4 espaces d'exposition, la grande nef, la galerie 1, la 2 et la 3, et elles sont toutes positionnées pour avoir une ouverture sur un des points de vue de la ville de Metz. Et donc elles s'ouvrent sur ces points de vue. La plus iconique également, c'est celle qui est au dernier étage, la galerie 3, dans laquelle est présentée l'exposition Chagall, le passeur de lumière, en ce moment même, et qui donne sur la cathédrale, qui fête ses 800 ans cette année dans notre ville. Et d'ailleurs, il y a une des galeries qui est disposée face à la gare. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas Metz, c'est vraiment le centre, il est juste à côté de la gare et très très proche du centre-ville. Donc c'est vraiment très pratique pour les gens qui viennent visiter, qui viennent faire une excursion juste de Paris, parce qu'on est aussi très très proche de Paris en train. Tout à fait, ça peut se faire dans la journée. Ouais, dans la journée, vous pouvez venir en train et juste sortez de la gare, en 5 minutes vous êtes ici. Vous pouvez voir toutes les expos que vous voulez et vous pouvez faire ça toute la journée et revenir après reprendre votre train dans la même journée. Alors je reviens sur notre belle voiture et vous pouvez le voir, sa charpente est en forme de mini-abeille. Et cette charpente, si on met tout le morceau de bois bout à bout, elle fait 18 km de bois. C'est assez impressionnant, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment très très impressionnant. Je pense qu'on va pouvoir bientôt rentrer à l'intérieur. Alors juste encore pour rappel, pour ceux qui viennent nous rejoindre, on est à Metz, au centre Pompidou de Metz. Et aujourd'hui on va vous faire visiter un petit peu une partie, un aperçu du bâtiment et la prochaine exposition face à Archimboldo qui va ouvrir fin mai. On va vous présenter quelques œuvres de l'exposition. L'exposition face à Archimboldo en avant-première ce soir sur TikTok. C'est vraiment sur TikTok que ça se passe. Suivez-moi, je vous emmène dans le forum. Vous êtes complètement privilégiés parce qu'on a encore montré cette exposition à personne. Elle n'est vraiment pas encore ouverte au public. Et on ne fait cette visite que sur TikTok, comme le disait Marion, pas du tout sur les autres réseaux sociaux. Donc là, nous nous dirigeons vers l'entrée du centre Pompidou-Metz. Et dans son premier espace qui est le forum qui est un espace totalement ouvert à nos publics. Ils ne sont pas obligés de rentrer dans le centre, mais en tout cas ils sont déjà confrontés dès l'entrée à une œuvre d'art, puisque ce forum dont la voûte est immense permet d'accueillir des pièces magistrales. Je vous emmène. Ça c'est vraiment l'entrée des visiteurs. Vous venez visiter le centre, vous pouvez passer ici, le contrôle de sécurité. Et bonjour. Bonjour. Et donc je vous présente Jean-Marie Gallet, qui est notre responsable de la programmation au centre Pompidou-Metz et qui va donc rentrer un peu plus en détail dans le propos de nos expositions. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je rappelle juste pour les gens qui nous rejoignent tout de suite qu'on est au centre Pompidou-Metz et qu'on vous fait un petit peu visiter le bâtiment et on va vous parler aussi un petit peu de la programmation avec Jean-Marie et après on va rentrer directement dans le cœur du sujet avec l'exposition face à Archimboldo. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à la communauté, Jean-Marie, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Jean-Marie Gallet, je m'occupe ici du pôle programmation. C'est le pôle qui va organiser les différentes expositions tout au long de l'année, mais aussi les spectacles, qui va faire des catalogues, des produits dérivés, des cartes postales, des posters, etc. Donc c'est vraiment les artistes qu'on va inviter, le travail vraiment sur les thèmes des expositions aussi qu'on va choisir, qu'on va mettre dans une grille tout au long de l'année, puisqu'ici on a 5 espaces d'exposition différents. C'est parfait, ça me paraît très très clair.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des expositions qui sont en cours en ce moment, en tout cas les principales, et puis les principaux événements rapidement? Oui, alors, donc le Centre Pompidou-Metz, je pense que Marion vous l'a dit tout à l'heure, c'est un endroit où les choses se renouvellent en permanence. On a toujours du temporaire et donc nos expositions, elles durent entre 3 et 6 mois en moyenne. Donc en ce moment, on a des expositions qui viennent d'ouvrir évidemment avec le contexte de cette année. Une grande exposition autour de Marc Chagall. Je ne sais pas si vous connaissez tous Marc Chagall, c'est un très grand peintre du XXe siècle qui est, peut-être c'est moins connu, aussi un grand créateur de vitraux. Et il a fait des vitraux dans énormément d'églises, mais aussi de musées, de synagogues, différents bâtiments dans le monde entier. C'est ça qu'on retrace dans cette exposition qui est visible jusqu'en août et qui rassemble beaucoup de chefs-d'œuvre de l'artiste. On a aussi une exposition d'architecture et de design, parce que le Centre Pompidou-Metz, c'est vraiment plusieurs disciplines qui sont présentées. Cette exposition, elle s'appelle Aérodream. Aérodream, c'est le rêve d'architecte, de designer, de travailler simplement avec de l'air, donc presque avec du vide. C'est une architecture gonflable, ça va d'un canapé gonflable à une maison, à un bâtiment. Tout ça est fait en matière gonflable, surtout dans les années 60, 70, où il y a une folie pour cette utopie du gonflable, mais jusqu'à aujourd'hui. On a également une exposition de sculpture du Centre Pompidou. La collection du Centre Pompidou est une incroyable collection d'art moderne et contemporain. Avec son directeur Bernard Visten, on a choisi 40 œuvres qui racontent une histoire de la sculpture abstraite. Comment on fait de la sculpture abstraite? On pense tout de suite à de la sculpture figurative facilement, mais l'histoire de l'abstraction en sculpture, c'est ça qui a été exploré dans cette exposition qui est visible jusqu'en août et qui s'appelle Des mondes construits. D'ailleurs, pour rappel, donc, comme le disait Jean-Marie, on n'a pas notre collection, mais on a le droit de venir piocher chez le Grand Frère à Paris. Quand on programme une nouvelle exposition, on peut faire notre choix parmi les œuvres. Alors Charlotte, on nous demande pourquoi il n'y a personne dans le musée. Parce que le mardi, c'est le jour de fermeture du musée. Et pour nous, c'était bien plus pratique de faire ce live aujourd'hui pour qu'on ne dérange pas les visiteurs et qu'on puisse être au calme, parler dans l'exposition. Et voilà, mais sinon le musée a bien, enfin le centre, parce que je me suis fait avoir aussi, le centre d'art a bien réouvert et on peut accueillir de nouveau des visiteurs. On conseille plutôt de réserver sur le site, mais c'est pas une obligation, vous pouvez dès maintenant revenir visiter. Et important peut-être aussi de dire pourquoi il y a un mardi, parce que dans beaucoup de musées, il y a un lundi ou un mardi, il y a un jour de fermeture. En fait, il est essentiel ce jour de fermeture pour nous, pour les équipes. C'est le jour où vous allez croiser, c'est une fourmilière ici, vous allez croiser des restaurateurs qui vont vérifier l'état des œuvres ou les restaurer s'il y a besoin. Vous allez croiser les gens qui vont faire tout l'entretien aussi des espaces d'exposition. C'est le moment où on va pouvoir faire des rotations parce qu'il y a des œuvres très fragiles. On ne peut pas les montrer longtemps. La lumière va abîmer des œuvres en papier. Par exemple, le papier va jaunir. Donc au bout de 3 mois, toutes les œuvres sur papier, on les change. Donc dans une exposition comme celle de Chagall où il y a tous ces dessins préparatoires, toutes ces esquisses, il y a énormément le mardi de changement d'œuvres comme ça. C'est aussi pour ça que les expos, vous pouvez revenir les voir. Il y a toujours des choses différentes. Ouais. Peut-être rappeler pourquoi on est là? Parce qu'il y a plein de monde qui nous rejoignent. Pour tous ceux qui nous rejoignent encore, on est au Centre Pompidou-Metz. C'est un centre d'art dans l'est de la France. On n'est pas très loin de la frontière luxembourgeoise, de la frontière allemande, mais même pas très loin des Belges. Et aujourd'hui, on vous présente un petit peu le Centre Pompidou-Metz et on va vous parler plus précisément de notre prochaine exposition face à Archimboldo, qui n'est pas encore ouverte au public et qui ouvrira déjà très prochainement à la fin du mois de mai. Et on vous montre en avant-première en fait quelques œuvres et l'installation qui est en place, parce que comme le disait Jean-Marie, on va aussi sûrement croiser quelques restaurateurs ou quelques personnes qui continuent de faire le montage de l'exposition, parce que tout n'est pas totalement finalisé. Et voilà. Ils nous disent d'ailleurs qu'ils ont hâte de voir les œuvres. Bah, parfait. Il y a déjà une petite avant-première derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a ici une installation qui vient tout juste d'être terminée par une grande artiste française qui s'appelle Annette Messager. C'est une installation, alors là je vous inviterai vraiment à dépasser le virtuel et à venir nous voir ici parce qu'il faut vraiment se promener un peu dans cette installation. On y trouve des animaux un peu hybrides, des animaux souvent masqués avec les masques du Covid, mais aussi des masques d'autres animaux, des masques humains. Ils sont presque dans des postures humaines parfois et ils sont tous encerclés dans des filets comme ça. C'est une installation assez spectaculaire avec des miroirs aussi. On est dans un monde un peu comme une fable où le mélange entre l'homme, l'animal et toutes ces différentes actions amènent à réfléchir sur ces hybridations.
C'est une œuvre qui va être dévoilée aussi au moment de cette exposition Archimboldo, et je crois qu'on va pouvoir retourner rejoindre une de nos collègues, Anne Horvat, qui est co-commissaire de cette exposition. Je me permets juste de répondre à certaines des questions. Et non, il n'y a plus le gorille dans le forum, puisque le gorille était installé l'année dernière, et notamment en ouverture de notre exposition Opéra Monde. Cette exposition s'est clôturée. Aujourd'hui, on a un renouvellement, hein, Jean-Marie. Absolument, mais alors il n'y a pas le gorille, mais il y a des faisans, des poules. On peut peut-être s'approcher. On reste sur le thème s'approcher un peu. animalier. Mais du coup, on revient à ce qu'on disait avant, c'est qu'on montre des choses de manière très temporaire. Les expositions, les installations ne restent pas très longtemps. Donc vous aurez toujours des choses nouvelles à découvrir quand vous venez ici. Vous pouvez revenir au bout de quelques mois et découvrir encore des installations que vous n'avez encore jamais vues. Bonsoir à tous, on est toujours en direct et en live sur le TikTok du Centre Pompidou-Metz ce soir pour vous présenter nos espaces d'exposition et notre prochaine exposition Face à Archimboldo qui ouvre le 29 mai. Maintenant, on va aller rejoindre Anne Horvat, la co-commissaire de l'exposition Face à Archimboldo, qui nous attend dans la Grande Nef, donc l'espace où est accueillie l'exposition. Et on peut remercier Jean-Marie peut-être pour son intervention aussi, le temps que Louise retourne parce que c'est un peu long. Merci à vous tous, merci de suivre ce live au Centre Pompidou-Metz. On vous attend nombreux très rapidement. Merci. Merci Jean-Marie. Alors ici on passe vraiment c'est le parcours des visiteurs. Après avoir pris son billet juste à côté de moi, les visiteurs passent ici et après choisissent leur parcours d'exposition en fonction de l'exposition qu'ils souhaitent voir. Et on arrive ici devant l'entrée de l'exposition Face à Archimboldo, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas totalement terminée. Le montage est un peu encore en cours, il y a encore quelques œuvres à installer, puisqu'on est en avant-première ici, c'est une avant-première de vous montrer cette exposition, puisqu'elle n'ouvrira qu'à la fin du mois. Et pour l'instant, les visiteurs n'ont pas encore eu accès aux espaces. Donc, je vous invite à entrer. Charlotte, on nous demande pourquoi il n'y a personne en ce moment dans le musée. Alors, il n'y a personne dans le musée parce que le mardi est un jour de fermeture du musée. C'est la journée qui nous permet un petit peu de faire tous les petits travaux de maintenance, la restauration s'il y a besoin de faire de la restauration. Et donc, on a besoin de cette journée, au moins une journée par semaine. Et pour nous, c'était bien évidemment plus pratique de faire le live quand il n'y a pas de visiteurs pour ne pas les déranger quand ils viennent se promener au centre et faire leur visite. Vous entrez avec moi? Salut Anne. Bonjour. Alors nous, ici, on est dans la Grande Nef. On vient de rejoindre Anne, qui va se présenter peut-être elle-même, ce sera plus simple. Bonjour à tous, je suis co-commissaire de l'exposition Archimboldo. Donc là, on est dans la toute première salle de l'exposition, comme si vous étiez visiteur. Exactement. Et donc Anne, elle est co-commissaire d'exposition, ça veut dire que c'est elle qui a travaillé du début à la fin sur l'exposition, qui a géré tout. Et elle va vous présenter déjà un petit peu le thème, le sujet de l'exposition. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes déjà qui connaissent Archimboldo. Souvent c'est un nom connu, mais on ne connaît que quelques tableaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être en commentaire qui connaissent, pardon? Non, pour le moment. On a des gens de Metz. Peut-être déjà vous dire que Archimboldo, c'est un paradoxe en soi, puisque tout le monde reconnaît au moins ses toiles composées, et notamment son œuvre la plus célèbre qui est le Printemps, et que vous voyez dès l'entrée de l'exposition. Je ne sais pas si vous pouvez la voir là. On nous dit qu'on reconnaît ses œuvres en salade. Voilà, exactement. C'est totalement ça. Et l'enjeu de l'exposition, c'est justement de montrer aussi d'autres choses d'Archimboldo que ces 4 saisons qui ont fait sa célébrité en son temps, donc au XVIe siècle, mais aussi de nos jours. Et donc là, l'idée, c'est de montrer par exemple les portraits composés qu'il a fait de tous les métiers de la cour des Habsbourg, là où il a passé 25 ans de sa vie, mais de montrer aussi ses autres travaux, par exemple ses vitraux, qu'on n'a pas encore reçus malheureusement, donc il faudra que vous veniez vraiment voir l'exposition pour les découvrir. Et ses dessins, les dessins qu'il a fait notamment pour des costumes pour les fêtes à la cour des Habsbourg toujours. On peut peut-être rappeler ce qu'on fait et où nous sommes, puisque les gens nous demandent... Donc on est en direct du Centre Pompidou-Metz, dans l'est de la France.
Et ce soir, on vous fait entrer dans le bâtiment pour vous montrer un petit peu les espaces et ce qu'on y fait. Et surtout, on se concentre sur l'exposition Face Archimboldo, qui est notre prochaine exposition, qui n'a pas encore ouvert, qui va ouvrir aux visiteurs à la fin du mois de mai. Donc c'est vraiment une exclusivité pour vous, c'est vraiment de l'avant-première totale. D'ailleurs, le montage n'est pas encore totalement terminé. Je pense que vous pouvez voir un petit peu derrière qu'il y a encore des choses en cours. Et voilà, je suis avec Anne Horvat, qui est la co-commissaire de l'exposition et qui va maintenant en fait, vous présenter quelques œuvres. On va faire un focus œuvre. Alors Marion, On nous demande combien de temps dure l'exposition. Alors, l'exposition dure à peu près 6 mois. Vous pouvez la visiter à partir de samedi jusqu'au 22 novembre. Donc vous avez tout l'été notamment pour visiter l'exposition. Donc voilà, vous savez ce que vous avez à faire maintenant. Réservez vos billets d'été pour venir à Metz. Parce que pour rappel, on est vraiment très très proche de Paris. En fait, en une journée, vous pouvez venir voir le centre Pompidou-Metz et visiter nos expositions. On va peut-être se diriger vers la première œuvre, justement, une œuvre d'Archimboldo, qui se trouve juste là. Donc, comme on le disait, vous pouvez voir, le montage n'est pas totalement terminé. Il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent dans cet espace. Et on vient d'arriver devant une œuvre. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce qu'il y a quelques personnes qui connaissent le nom de cette œuvre? C'est pas la plus connue, mais c'en est une qui est quand même relativement connue parmi tout son travail. Je ne sais pas s'il y a des premières Pour réponses. l'instant, on n'a pas de réponse. Peut-être le temps de décalage aussi. La Joconde, C'est non. pas la Joconde. C'est pas Picasso non plus. Alors ça c'est très intéressant par contre. Picasso s'est probablement inspiré de cette œuvre pour réaliser ses toiles cubistes. Et quand on est face à cette œuvre d'Archimboldo, justement, on a une sorte de trouble, un doute. On se demande justement si cette œuvre n'a pas été réalisée au début du XXe siècle ou même de nos jours. On a vraiment l'impression d'être face à une œuvre profondément contemporaine. On a plusieurs bonnes réponses. C'est le bibliothécaire, effectivement. Donc voilà, donc c'est une œuvre qui a aussi une histoire assez incroyable. Elle est conservée dans un lieu incroyable, dans un château en Suède, près de Stockholm, au château de Skokloster, où elle cohabite en fait avec une autre œuvre assez célèbre d'Archimboldo, qui est sa dernière œuvre, la dernière œuvre qu'il a peinte dans sa vie. Le bibliothécaire, c'est l'une de ses œuvres les plus surprenantes peut-être. Est-ce que Louise, tu peux t'approcher d'ailleurs? Je suis désolée de te couper, mais comme ça on pourra voir un petit peu plus proche. C'est une œuvre qui ne va pas forcément chercher à reproduire de manière ultra réaliste chaque partie du corps, mais plutôt à représenter schématiquement le buste du bibliothécaire avec une succession de livres. Ce qui est aussi fascinant dans cette œuvre, c'est qu'on a l'impression d'avoir un personnage solide, bien ancré dans sa position, et en même temps on se rend compte de l'extrême fragilité du modèle, parce que si on enlève un seul ouvrage, il y a toute la pyramide qui s'effondre et en fait tout le travail d'Archimboldo qui s'évanouit comme ça avec une disparition presque de la figure en enlevant juste un élément. On nous demande d'où vient son inspiration. Alors son inspiration, on la montre un petit peu dans l'exposition, mais c'est difficile de le dire précisément. C'est-à-dire que Archimboldo n'a pas écrit ni sur ses œuvres ni sur sa vie. Et on sait, donc il a raconté sa vie à certains commentateurs, mais il ne raconte pas ses sources d'influence. En revanche, nous, on a pu imaginer des choses. Par exemple, à Pompéi, on montre des œuvres, notamment de l'époque de Pompéi, avec des masques qui ont pu inspirer les œuvres d'Archimboldo. On montre aussi les animaux fantastiques du plafond au bestiaire du musée de la Cour d'Or qui date du Moyen-Âge. Et qui sont en fait des monstres hybrides comme ça, qui sont très proches en termes d'inspiration des têtes composées d'Archimboldo. Et puis aussi, il y a la figure de Bacchus, qui est souvent représentée avec les cheveux, par exemple, en grappe de raisin, et qui est déjà en fait une représentation d'un portrait de manière symbolique avec des objets, des fruits et légumes, et donc là, qui date vraiment de bien avant l'époque du XVIe siècle. Merci Anne, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à propos de l'œuvre ou à propos de ce que Anne vient de dire? Et juste pour rappel quand même, donc on est bien au centre Pompidou-Metz. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est au sein de la grande nef qui se trouve au rez-de-chaussée du centre, dans laquelle va se tenir l'exposition Face Archimboldo, qui est une exposition qui n'est pas encore ouverte au public.
les visiteurs pourront la découvrir dès ce week-end. Alors, on nous pose une question très intéressante. Mais le centre Pompidou, c'est pas à partir du XXe siècle. Pourquoi Archimboldo ? Alors oui, question passionnante en effet. Nous, notre champ chronologique correspond en effet à celui du centre Pompidou à Paris, donc 20e et 21e siècle, pour être tout à fait précis, 1905, Picasso, l'émergence de la modernité, le cubisme, etc. Et ici, on voulait montrer en fait comment la modernité et toute l'histoire de l'art du XXe siècle jusqu'à nos jours est profondément influencée par certaines grandes figures de l'histoire de l'art, et notamment Archimboldo. Archimboldo, c'est par exemple un artiste qui va réfléchir à la manière dont l'homme et la nature cohabitent. Évidemment, c'est des questions qui sont profondément actuelles. Et donc tout l'enjeu de l'exposition, peut-être qu'on va aussi se promener un petit peu, c'est de montrer, en juxtaposant ces œuvres avec des œuvres du XXe siècle et des œuvres du XXIe siècle, à quel point en fait son œuvre, son regard, sa pensée est contemporaine. C'est parfait, merci beaucoup Anne. On va peut-être passer à la prochaine œuvre qui se trouve d'ailleurs juste à côté. Donc c'est une œuvre de Dali. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent? Je pense qu'il y a plus de personnes même probablement qui connaissent Dali. On l'étudie pas mal à l'école en général. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent un petit peu déjà son œuvre, son travail, ou qui pourraient nous citer quelques-uns de ses tableaux, de son travail? Alors, on nous dit Dali le moustachu, effectivement. Effectivement. Alors là aussi, il y a une moustache d'ailleurs, Ouais. suggérée. Peut-être que Anne peut commencer à nous présenter cette œuvre. Dali, c'est un artiste surréaliste qui a été aussi profondément influencé par Archimboldo. Ici, en fait, vous avez une double image, c'est-à-dire qu'on voit deux choses différentes dans le tableau. C'est exactement comme quand on regarde une œuvre d'Archimboldo. Si on regarde la toile de loin, on voit un portrait, par exemple celui du bibliothécaire. Et quand on s'approche, on ne voit que les détails, à savoir une accumulation de livres. Les surréalistes, en fait, c'est un groupe d'artistes au moment des années 20, donc au moment de l'émergence de la modernité, qui a décidé de se jouer en fait de notre regard et de nous proposer des jeux visuels, mais aussi des jeux de mots dans leurs œuvres. Et ici, en fait, Dali va créer ce qu'il appelle une image paranoïaque critique, où il nous montre en fait deux images en un seul tableau. Vous voyez peut-être, la première chose que vous voyez en regardant cette œuvre, c'est cette femme qui lit de profil une lettre. Mais quand vous regardez un peu plus ce tableau, vous avez le profil d'un homme, et peut-être aussi de sa moustache ici, qui se dégage dans un second temps. Dali, en fait, il va réussir à réaliser cette double image, ce procédé un peu magique, grâce à des calques qu'il va superposer et qu'on vous montre dans l'exposition, pour expliquer en fait comment il a réussi à réaliser ce tour de magie. Donc là, ici, vous voyez un catalogue qui a été réalisé par l'artiste, où quand on superpose 6 calques, 6 images différentes, que vous voyez reproduites en haut et en bas, on arrive à un autre tableau qui, en l'occurrence, s'appelle L'énigme sans fin. Il y a une autre œuvre ici, encore une fois une double image, où on a l'impression d'être face à une photographie de personnages assis devant une case, et quand vous tournez la tête sur la gauche, vous avez un profil qui apparaît. Alors là, on ne peut pas tourner la caméra entièrement sur la gauche, mais il faut que vous imaginiez en fait que quand on dit sur la gauche, c'est vraiment comme ça. Donc vous tourniez votre tête sur voilà. la gauche. Merci Anne. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on est au centre Pompidou-Metz, dans la Grande Nef. Donc c'est un espace qui se trouve au rez-de-chaussée du centre. Et on est dans l'exposition Face Archimboldo, qui n'a pas encore ouvert au public, qui est encore en cours de montage. C'est pour ça que vous voyez un petit peu de bazar à droite et à gauche. Les personnes qui travaillent sur le chantier n'ont pas totalement fini de tout installer. Et je suis avec Anne, qui est co-commissaire de l'exposition et qui nous présente un peu quelques œuvres du parcours, en alternant donc les œuvres plus classiques, dont le portrait du bibliothécaire qu'on vient de voir avec Archimboldo. Et maintenant, on va passer par une partie un peu plus contemporaine. Et Marion me signale qu'il y a une question. Oui, on nous demande quand est-ce que l'exposition Face Archimboldo ouvre et à combien est l'entrée? Alors, l'exposition ouvre ce samedi
enfin le samedi de cette semaine-là, pardon. Et là, l'entrée... Le tarif en fait est proportionnel au nombre de galeries qui sont ouvertes. C'est-à-dire que nous avons 4 espaces ouverts. Quand on a 4 espaces ouverts, l'entrée est à 12 €. Et c'est ce qui se passe ce week-end. Et en plus des 4 expositions, vous avez aussi tout le festival Renaissance, etc. En l'occurrence, ce week-end, c'est un week-end un peu exceptionnel. Et l'entrée est gratuite pour ce samedi et ce dimanche. On vous conseille néanmoins de réserver votre créneau en ligne pour être sûr d'avoir la place à l'horaire que vous souhaitez. Exactement. Donc on va passer vers la partie... Enfin, on va retourner un petit peu plus vers le centre, où je pense que... Ouais, on voit bien toute l'installation. Et où... Ouais, parfait. En fait, ce qui est assez intéressant, je pense, dans l'exposition, et j'espère que vous en avez aussi une petite sensation comme ça quand on se promène de manière un peu rapide, c'est qu'on multiplie les points de vue sur les œuvres. C'est-à-dire que cette œuvre, on y est passé devant tout à l'heure, et puis quand on se retourne, on en a encore une autre approche. En l'occurrence, c'est une œuvre centrale qu'on invite les visiteurs à appréhender à plusieurs reprises, qui a été réalisée par Mario Merz, qui est un artiste italien d'un mouvement qui s'appelle l'Arte Povera. Et en 87, il y a eu une grande exposition, la première exposition dédiée à Arcimboldo, qui s'appelait l'effet Arcimboldo, pour laquelle on lui a commandé une œuvre en hommage à Arcimboldo. Et donc Mario Merz réalise ce crocodile en papier mâché. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les images. Vous avez ce crocodile comme ça qui ondule, donc avec une accumulation de boules de papier mâché, et donc qui s'inspire de la technique d'accumulation, de composition d'Arcimboldo. Et puis là, il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination, parce qu'on présente une deuxième œuvre de Mario Merz, qui est la table de Chani, qui est un petit peu plus loin, sur laquelle on va déposer demain des fruits et légumes. C'est vraiment une table nature morte, une table paysage, qui est une forme de transposition vivante des œuvres d'Arcimboldo. Et c'est vraiment cette installation qui va accueillir les visiteurs au moment de l'ouverture, le 29. Parfait. Merci Anne. On vous rappelle juste qu'on est au Centre Pompidou de Metz et qu'on est dans la Grande Nef, un espace d'exposition où va se tenir la prochaine exposition face à Arcimboldo qui va ouvrir ce week-end, ce samedi. Et je suis avec Anne Horvat qui est co-commissaire de l'exposition et qui nous parle un petit peu justement de l'exposition et qui nous présente quelques œuvres en particulier. Et on va peut-être se diriger plus vers le fond de l'exposition pour vous présenter la prochaine œuvre. Donc je vous invite à nous suivre. Et à jeter peut-être un petit coup d'œil au Gardien du Jardin, qui est cette sculpture extrêmement imposante, qui est la seule œuvre, la seule sculpture archimboldesque qui nous soit parvenue et qui est en fait encore aujourd'hui conservée dans une villa en Italie, chez un particulier, on va dire, dans l'environnement pour lequel elle a été créée au XVIIe siècle. On nous demande qui fait la scénographie. Alors, la scénographie a été réalisée par un duo d'architectes et de scénographes qui s'appelle les Berger et Berger, donc Laurent Berger, Cyril Berger. Et en effet, c'est un univers un tout petit peu particulier, très différent de ce qu'on appelle le white cube des musées, comme dans lesquels on a l'habitude d'accrocher généralement. Et ici, en fait, on a construit toute une citadelle en Ciporex, c'est en béton cellulaire, qui donne en fait l'impression d'être presque dans une maison, de se balader comme ça dans un endroit, dans une atmosphère intime, de créer en fait un contexte de découverte des œuvres beaucoup plus propice peut-être qu'une galerie classique, d'être tout le temps face aux œuvres. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien en termes de signalétique autour des œuvres. Tous les cartels vont être sur les murs en face. Et donc, on a aussi vraiment poussé jusqu'au bout ce concept d'être toujours face aux œuvres, sans être pollué par aucun discours. On nous demande en quoi consiste le métier de co-commissaire, Anne. Alors, c'est Alors, mon métier, en 2 mots, c'est déjà à partir du sujet qu'on a choisi, en l'occurrence Arcimboldo et son influence, c'est déjà de faire des recherches pour savoir quels artistes on va présenter dans le cadre de cette exposition. Et puis ensuite, c'est aussi de le mettre en œuvre, c'est de travailler avec les scénographes. Évidemment, on leur a donné des intentions et c'est cet esprit qu'on a voulu donner au projet qui a abouti au choix de la scénographie, par exemple.
Et puis ensuite, pendant le montage, c'est nous qui choisissons l'accrochage, qui choisissons d'installer telle sculpture à tel endroit, telle peinture à un autre. Et puis aussi, on s'occupe du catalogue de l'exposition, qui est en l'occurrence pour Archimboldo une somme, plus de 400 pages consacrées au projet, avec l'ensemble des œuvres de l'exposition reproduites en pleine page, en majesté, et qui est un petit peu le souvenir de l'exposition. Donc on s'approche actuellement d'une œuvre très contemporaine, donc de Linda Benglis. Je ne sais pas si certaines personnes connaissent un petit peu cet artiste. Si vous avez déjà entendu parler de son travail, est-ce que déjà ça vous évoque quelque chose, peut-être même juste à première vue quand vous voyez cette œuvre, à quoi vous pensez? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? On va peut-être se rendre compte de la taille avec Anne juste à côté. Même moi, tout simplement. Juste pour que vous voyez un petit peu l'importance de... On nous dit un arbre enneigé, une montagne, de l'écume ou un glacier. La fonte des glaces. Tout à fait. C'est des bonnes... Un aigle aussi. Des réponses très intéressantes. Alors toutes les réponses sont bonnes. C'est aussi ça qui est fascinant avec cette œuvre. Linda Benglis, c'est une artiste qui a commencé à la créer dans les années 70. Et elle a, elle a fait sa marque de fabrique d'une technique qui s'appelle la frozen gesture, qui est cette idée qu'elle arrête en fait la matière en pleine transformation, en pleine métamorphose, dans un état donné, comme si on faisait un arrêt sur image, et qui nous donne à voir en fait une sorte de paysage en transformation. Elle a notamment expérimenté dans les années 70, 80, puis encore aujourd'hui, des matières plastiques, des résines, justement parce qu'elles étaient extrêmement malléables, parce qu'elles pouvaient vraiment les métamorphoser dans les formes qu'elle souhaitait. Elle a aussi un lien très fort à la nature et elle dit que ces sculptures, en fait, c'est la nature qui s'écoule d'elle-même. Ici, on a l'impression aussi dans l'exposition que c'est une sorte de sculpture qui s'appelle Hills and Clouds, une sorte de transposition contemporaine d'une autre œuvre qui date du XVIe siècle de Gian Bologna, qui s'appelle le Colosse de l'Apna, qui est en fait la maquette d'une sculpture monumentale réalisée à Florence, dans le jardin de Pratolino, dans un jardin maniériste, et que vous pouvez toujours voir aujourd'hui. Et cette idée vraiment de nature artificielle, d'essayer de dompter la nature, on l'a retrouvée à l'époque maniériste au XVIe siècle, mais on la retrouve aussi chez Linda Benglis, qui essaye un peu de dompter la matière sans que finalement elle y arrive parfaitement, c'est-à-dire qu'il y a toujours aussi une part d'aléatoire qui fait aussi la beauté de son travail. Peut-être que Louise peut s'approcher un peu plus pour qu'on voit un petit peu plus près l'œuvre et les matériaux qui ont été utilisés. Là, c'est une œuvre qui est phosphorescente. Et donc la nuit, il y a vraiment toute la structure en acier qui disparaît et que les parties en résine phosphorescentes qui s'illuminent le soir. Et donc aussi une autre approche qui donne une autre approche de l'œuvre. Pour les gens qui nous rejoignent encore en cours de route, on est bien au centre Pompidou-Metz, donc dans l'est de la France, pas très loin de nos voisins belges, luxembourgeois, allemands. Et on vous fait découvrir un petit peu ce soir les espaces du centre et en particulier donc la Grande Nef dans laquelle se tient l'exposition Archimboldo qui n'a pas encore ouvert au public. Donc si vous voyez personne dans l'espace d'exposition, c'est normal. C'est parce qu'elle n'est pas totalement terminée d'être montée et il y a encore un petit peu de travail avant de pouvoir vous la présenter ce week-end. Je suis avec Anne Horvat, qui est co-commissaire de l'exposition et qui nous présente un petit peu le sujet, enfin le thème de l'exposition et en particulier quelques œuvres que nous avons choisies ensemble. On va se diriger vers les dernières œuvres qu'on va vous présenter, parce que c'est toute une partie au fond de l'exposition dans laquelle il y a plusieurs œuvres. Donc, comme vous le voyez, je viens de le dire, mais on est un petit peu, tout n'est pas encore terminé.
Il reste quelques œuvres à accrocher et à installer. Là, on arrive dans la dernière salle de l'exposition, qui est un petit peu le clou du spectacle, puisque je vous parlais des saisons tout à l'heure. Et les saisons du Louvre, qui sont les œuvres les plus connues d'Arcimboldo, on a la chance d'en présenter deux. Donc ici, l'automne et le printemps, que vous pouvez voir bien entourés. Alors bon, là vous ne pouvez pas le voir parce qu'on va dire que c'est un zoom. Attends, je m'écarte. C'est bon, On voit que c'est bien encadré. Bien entouré par des œuvres d'un artiste tchèque qui s'appelle Jan Svankmajer, qui est un réalisateur, un cinéaste d'animation, qui va réaliser en fait dans les années 80 un film qui s'appelle Les possibilités du dialogue, et qui est un film en stop motion réalisé à la manière d'Arcimboldo, avec des petits personnages comme ça de pâte à modeler qui se décomposent, qui se recomposent. Et ce qui est très intéressant évidemment, c'est son travail de cinéaste, mais c'est aussi son atelier, sa maison, l'univers dans lequel il vit et dans lequel il crée, puisque à Stankov, donc pas très loin de Prague, depuis les années 70, il a accumulé tout un nombre d'archimboldesques, donc de sculptures, soit qu'il a acheté telles quelles, soit qu'il a créé lui-même en assemblant des coquillages, des animaux, etc. Et en fait, il vit complètement immergé dans cette atmosphère absolument magique, dont on vous montre en fait un petit aperçu ici avec cette vingtaine de pièces. C'est les têtes archimboldesques que vous pouvez voir tout en haut de la simèse. Ce sont ces animaux faits de différentes parties de squelettes d'animaux, etc. Et donc là, ici, encore une fois, c'était l'idée de montrer les sources d'inspiration de sa création et pas forcément son travail de cinéma, puisque ce qui nous paraissait le plus intéressant, c'était toutes ces vitrines qu'on peut découvrir chez lui. On nous demande si on peut acheter des œuvres. Oui, j'ai vu ça aussi. Alors non, Ça va être compliqué. non, C'est pas on ne peut possible. pas acheter les œuvres. Vous pouvez acheter la sculpture de Linda Benglis en revanche, puisque c'est une œuvre qui appartient à une galerie, mais sinon les œuvres du Louvre évidemment appartiennent au musée du Louvre, et les œuvres des collections publiques françaises on dit qu'elles sont inaliénables, on ne peut pas s'en séparer. On nous dit que ça fait penser à un cabinet de curiosité. Absolument. Les cabinets de curiosité, c'est vraiment l'univers dans lequel Arcimboldo a vécu au XVIe siècle. Il était au service de trois empereurs, à la cour de Vienne et à la cour de Prague, ce qu'on appelait la cour des Habsbourg. Et en fait, il a rassemblé, notamment pour le compte de l'empereur, toutes sortes d'œuvres d'art, mais aussi ce qu'on appelait les curios et les mirabilia. Donc les curiosités de la nature, mais aussi les merveilles à la fois de la nature, mais aussi de la main de l'homme. Et donc, c'était des sortes de cabinets où on rassemblait toute la connaissance dont on disposait à l'époque, où du coup, et que Arcimboldo en fait transposait dans ses toiles. Et on nous demande alors, mais pourquoi elles ne sont pas au Louvre si elles viennent du Louvre? Alors, le Centre Pompidou-Metz, c'est un musée qui n'a pas de collection. C'est-à-dire que pour faire toutes nos expositions, on emprunte des œuvres à des collectionneurs privés, aux artistes, mais aussi à des institutions publiques, notamment au musée du Louvre, qui très généreusement a accepté de s'en séparer en fait pour 6 mois en nous les prêtant. Et on nous demande si on peut parler de trompe-l'œil du coup. On peut tout à fait parler de trompe-l'œil, on peut presque parler aussi de nature morte, qui est un genre qui va émerger un tout petit peu après, au XVIIe siècle. Évidemment, c'est un trompe-l'œil, puisque ce portrait n'est pas réaliste, il est composé simplement de fruits et légumes. On va s'approcher un peu pour Ouais, on va montrer quelques les détails. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route, on est au centre Pompidou-Metz, dans la Grande Nef, un espace au rez-de-chaussée qui accueille la prochaine exposition du centre, l'exposition Face Arcimboldo, qui n'a pas encore ouverte, mais on vous montre en avant-première quelques œuvres en attendant que le montage se termine et puis que l'exposition puisse ouvrir aux visiteurs ce week-end. Anne vient de nous présenter quelques œuvres de l'exposition et on va retourner dans l'entrée de l'exposition pour retrouver un collègue, Patrick, qui va vous emmener faire visiter une autre partie du centre.
On repasse peut-être par là. Je pense que c'est possible. En tout cas, merci beaucoup à Anne d'avoir pris son temps de nous avoir présenté quelques œuvres. C'était très intéressant. En tout cas, j'espère que vous, ça vous a beaucoup intéressé. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions à propos de l'exposition ou à propos On nous demande si elle sera juste ouverte ce week-end, l'exposition. Pendant 6 mois jusqu'au 22 novembre. Donc elle sera ouverte tout l'été. Donc si vous voulez passer l'été, faire un petit coucou à Metz, vous pouvez. Et d'ailleurs, en fait, on est très très proche de Paris pour ceux qui ne savent pas exactement où on est. Vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée pour venir visiter le centre. Et oui, donc on est toujours au centre Pompidou-Metz, où on est dans l'espace de la Grande Nef. C'est un très grand espace dans lequel va se trouver notre prochaine exposition, Face Archimboldo. On vient de vous présenter quelques œuvres en particulier de l'exposition, avec Anne Horvat, qui est co-commissaire de l'exposition. Et on retourne vers l'entrée tout doucement de l'espace. On nous demande ce que c'était les chaussures. On a pu apercevoir. Alors les chaussures sont une œuvre d'art d'un artiste qui s'appelle Hans-Peter Fellmann, qui est un artiste contemporain. Encore une fois, en fait, là, on joue sur la symbolique des choses. Ici, évidemment, toute cette paire de chaussures, il y a un caractère extrêmement intrigant, très mystérieux, comme l'œuvre d'Archimboldo. Et il y a aussi cette idée que ce sont des objets de la symbolique, de la séduction. Et donc aussi cette idée qu'on devine le corps qui va se glisser dans ces chaussures. Donc, encore une fois, susciter tout le pouvoir de l'imagination. Et je reviens sur l'installation de Mario Merz, puisque tout à l'heure, Anne disait qu'il fallait avoir un petit peu d'imagination pour imaginer la table de Chenier avec des fruits et légumes. Et justement, les fruits et légumes viennent juste d'arriver, donc on peut passer devant. Et moi, je voilà. vous abandonne là. Et Anne nous abandonne ici. Donc on la remercie beaucoup pour son intervention. C'était vraiment super intéressant. J'espère que ça vous a donné en tout cas envie de découvrir un peu plus l'exposition. Ça vous a donné envie de venir. Et d'ailleurs, pour rappel, le week-end Renaissance, qui est le week-end prochain, le premier week-end d'ouverture de l'exposition, l'entrée sera gratuite pour tous. On vous conseille de réserver, parce que c'est un peu plus sûr pour avoir son créneau. Mais sinon, vous pouvez revenir au centre quand vous le voulez. Et on espère que ça vous a vraiment donné envie. Donc merci beaucoup Anne. Merci à vous. Parfait. Au revoir. Au revoir. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on est au centre Pompidou-Metz. Dans les espaces du bâtiment, on vient juste de sortir de la Grande Nef qui va accueillir notre prochaine exposition Face Archimboldo. Et moi je vais vous emmener voir Patrick qui est dans mes collègues et qui va vous présenter un espace un peu particulier qui se trouve en dehors du centre, donc on va devoir sortir. Et voilà, Patrick se promène dans l'installation d'Annette Messager. Salut Patrick. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors Patrick, je vais peut-être te laisser te présenter auprès des personnes qui nous regardent ce soir. Bonsoir, je m'appelle Patrick Stéphane, je suis chargé de recherche à l'exposition ici au centre Pompidou-Metz. Parfait. Et du coup, Patrick, il va nous présenter le PTS. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous regardent, qui viennent de Metz, qui connaissent un peu, ou même d'autres personnes qui connaissent le PTS, parce que c'était aussi quelque chose que vous auriez pu voir à Paris avant de le voir ici. Et on va y aller tout doucement par ici. Alors je crois malheureusement qu'il pleut un peu, donc on va sûrement y aller en trottinant dès qu'on va passer la tête dehors. Puis on va aller s'abriter à l'intérieur. On nous demande si on fait souvent des lives comme ça. Alors c'est le tout premier live qu'on fait. Et on espère déjà que ça vous plaît beaucoup, que ça vous intéresse. Et bien évidemment, si ça vous intéresse, on pourra en faire plus régulièrement. Et ce live-là, c'est vraiment une avant-première, une visite en avant-première de l'exposition Archimboldo. On vient juste d'en sortir. Et on vous présente aussi quelques espaces du bâtiment. Donc là, on est avec Patrick, qui va nous présenter une pièce. On est vraiment juste en train de traverser la terrasse du centre. Parce que si jamais vous voulez aussi, vous pouvez venir ici boire un petit verre. Alors bien évidemment, il y a des restrictions à suivre en ce moment à cause de la Covid, etc. Mais vous pouvez revenir quand vous voulez. Donc, bienvenue au PTS, c'est cette structure que nous on appelle le Paper Tube Studio.
C'est donc une structure qui fait à peu près 25 mètres de longueur. Et c'était un bureau, un atelier d'architecture qui a été conçu et dessiné par Shigeru Ban, qui est donc l'architecte du Centre Pompidou-Metz. Et donc pendant plusieurs années, le PTS était installé sur les toits du Centre Pompidou Paris. Et c'est là que Shigeru Ban, avec le collègue Jean Desgatines, eh bien, les deux ensemble, ils ont conçu, ils ont réalisé le Centre Pompidou de Metz. Donc depuis une année, cette structure a été installée de manière permanente ici à Metz, donc dans cette zone en face du café, dans les jardins sud. Et dans le but de la programmation, ça devient un lieu extra dans lequel voilà, on va présenter des projets, un lieu dans lequel on a envie d'inviter le public à participer à des ateliers. Et justement, il y a une semaine, on a ouvert le premier atelier, qui est cet atelier que nous on appelle l'atelier Yoko Ono, avec cette pièce de l'artiste légendaire, hein, Yoko Ono, japonaise-américaine, qui s'appelle Mend Peace. Alors Mend Peace, c'est une pièce de 1966 et qui consiste, on peut regarder les images, c'est très simple, nous on a installé 4 tables et sur chaque table il y a des morceaux de céramique cassés, il y a de la colle, il y a de la ficelle, il y a des ciseaux, il y a des accessoires, des éléments qui nous permettent de nous asseoir et puis lentement, avec beaucoup de patience, de tenter de reconstituer, de reparer ce qui avait été cassé. Voilà, Mend Peace en anglais ça veut dire œuvre de réparation. Et donc c'est un acte qui requiert un peu de patience, il faut s'asseoir, il faut attendre que la colle sèche, il faut choisir les bons morceaux. Et une fois que l'œuvre est complétée, eh bien, le public est invité à placer le résultat final, l'objet final, sur une des étagères à disposition. Et en fait, on est très très content, hein. On vient d'ouvrir depuis seulement une semaine et il y a déjà énormément d'objets très très intéressants qui ont été créés par le public. Et à la fin de cet atelier, qui donc va se terminer au mois d'août, à la fin du mois d'août, on va choisir 5 éléments et on va les envoyer à l'artiste qui réside à New York pour son archive personnelle. Donc voilà, selon les intentions de l'artiste, c'est un geste de guérison individuelle. Hein. Elle dit, l'artiste, tout le monde a quelque chose de cassé à l'intérieur. Et en reparant cet objet, on repart quelque chose en nous-mêmes. Mais c'est aussi un geste de guérison collective. Hein. Dans l'intention de l'artiste, ce paysage de céramique cassée représente un peu toutes les cassures, les drames, les problèmes de notre planète. Et donc, en reparant un morceau de céramique, on participe aussi à une espèce de guérison collective. Et donc cette approche très idéaliste, hein, basée sur la résilience, sur l'espoir, etc., c'est vraiment une caractéristique fantastique de l'œuvre de Yoko Ono et qu'on est évidemment très très content d'accueillir ici. Voilà. Ben, parfait, c'était super intéressant. J'espère que ça vous donne aussi envie de venir voir le centre et de participer à l'atelier. Qu'il y aura beaucoup de personnes que ça va inspirer et qui vont vouloir venir réparer un petit bout d'eux-mêmes en venant à l'atelier. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, malheureusement ça va commencer à être la fin du live. On est au Centre Pompidou-Metz. On vous a présenté un petit peu le bâtiment à l'extérieur et surtout notre prochaine exposition face à Archimboldo qui va ouvrir le week-end prochain, donc ce samedi. Et qui en plus ce week-end-là sera gratuite pour tout le monde puisque c'est notre week-end Renaissance, c'est la réouverture du centre, c'est l'inauguration de l'exposition. Une exposition que Anne Horvath, qui est donc la co-commissaire, vous a un petit peu présentée en vous dévoilant quelques œuvres et en vous parlant un petit peu de son travail. Et on vient de finir dans le PTS avec Patrick qui nous a présenté un des ateliers qu'on propose au public. J'espère que ce live vous a plu. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions peut-être, soit sur l'atelier, soit en général sur le centre. Alors on a effectivement une question, on nous demande si cet atelier il est seulement à Metz ou s'il est partout dans le monde. Et en ce moment même, il est seulement à Metz. C'est vrai que c'est une pièce historique. Cet atelier a été présenté dans différents musées, mais en ce moment même, il est à Metz. Donc il faut venir seulement à Metz pour venir voir l'atelier. Et puis pas que l'atelier évidemment, parce qu'on a aussi d'autres expositions qui sont en cours. L'exposition sur Marc Chagall, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On a aussi une exposition Aerodream qui est sur l'architecture et tout ce qui tourne autour du gonflable, l'architecture de l'air en fait, tout simplement.
une exposition sur des sculptures des mondes construits qui nous vient, enfin, dont les œuvres viennent du Centre Pompidou de Paris. Et donc évidemment face à Archimboldo qui était le thème principal de ce live de ce soir. Et évidemment aussi il y a toujours de la programmation associée, du spectacle vivant, du cinéma, des conférences, les ateliers jeunes publics, la capsule et l'atelier Yoko Ono qu'on vient juste de vous présenter avec Patrick. On vous invite donc à réserver effectivement vos billets en ligne sur le site internet du Centre Pompidou-Metz afin d'avoir la possibilité de vous rendre dans nos espaces d'exposition sur des créneaux de 2 heures. Le week-end de l'ouverture de l'exposition du 29 et 30 mai, le Centre Pompidou-Metz est ouvert à tous et gratuitement. Donc on vous invite vraiment à venir découvrir à la fois cette exposition face à Archimboldo que nous vous avons présentée en direct ce soir et en avant-première, mais également Chagall, le passeur de lumière, une exposition qui présente le travail de cet artiste qui est très connu et qui est en lien avec les 800 ans de la cathédrale de Metz à travers son travail autour du vitrail. Nous avons une autre exposition autour du design et de l'architecture du gonflable. Et oui, on pense à l'été, quand on pense au gonflable, on pense à nos bouées et à la piscine, mais pas que. Les gonflables ont fait partie de la mode et du mobilier, mais aussi de stratégies d'armement et militaire. Et tout ça, on vous le présente dans Aérodream, architecture, design et structure gonflable. Et puis, si vous souhaitez voir les chefs-d'œuvre de la sculpture et notamment la définition de la sculpture et sa redéfinition d'ailleurs contemporaine, on vous invite à venir voir Des mondes construits, un choix de sculpture du Centre Pompidou Paris. Et là, vous pourrez être face à des œuvres exceptionnelles de cette magnifique collection du Centre Pompidou Paris. Donc 4 expositions à voir, un magnifique atelier que nous venons de présenter de Yoko Ono au PTS. Si vous souhaitez prendre un verre ou vous ressourcer dans le jardin, vous pourrez également vous ressourcer dans le jardin du Centre Pompidou-Metz puisque nous accueillerons ce week-end Simone Fattal et des sculptures de Simone Fattal dans ce magnifique jardin à l'extérieur. Bref, plein de surprises et donc on vous attend, tout simplement. Merci Marion, merci Patrick beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir suivi le live, merci vraiment. C'était la première fois qu'on faisait ça, on en fera sûrement régulièrement si ça vous a plu. En tout cas, on espère vraiment que ça vous a plu. Et puis voilà, je pense que je peux vous souhaiter une bonne soirée. Et encore merci d'avoir suivi le live, en tout cas juste toute la soirée avec vous, c'était vraiment très très sympa. Nous, ça nous a beaucoup plu. Salut!